Alors, qu'est-ce qui sépare un consultant vraiment efficace d'un simple expert? Souvent, ce n'est pas le savoir brut, mais le savoir-faire. Le conseil, ce n'est pas un art mystérieux, c'est une méthode, une vraie discipline. Et c'est justement cette méthode, celle qui permet de transformer une expertise en résultat concret pour un client, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et pour nous guider dans ce parcours, on va s'appuyer sur un ouvrage qui fait vraiment référence dans le milieu, The Basic Principles of Effective Consulting. On va le prendre comme notre feuille de route pour explorer toutes les étapes et les principes qui, d'après les auteurs, font toute la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue. Voilà notre programme en 6 grandes étapes. On va commencer par les fondations du métier, puis on verra comment on prépare le terrain avec un client. Ensuite, on parlera de la formalisation de l'accord, du diagnostic du problème, de la présentation des conclusions et, pour finir, de la mise en action et des leçons à en tirer. C'est un cheminement logique, vous allez voir, pour un métier qui est assez exigeant. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette première partie, c'est vraiment sur les fondations. Parce qu'avant même de rencontrer un client, il est absolument essentiel de bien comprendre les principes de base qui régissent la profession. Et ça, c'est une idée qui peut surprendre. On imagine souvent que les consultants échouent par manque d'expertise technique, mais en fait, c'est rarement ça. Le vrai danger, c'est d'oublier les fondamentaux. L'écoute, le cadrage, le diagnostic. C'est ce socle qu'on a parfois tendance à négliger qui fait toute la différence. Il existe en gros 2 grandes postures. D'un côté, l'expert, celui qui arrive et dit « voilà la solution ». De l'autre, le facilitateur, qui lui va plutôt aider le client à trouver sa propre solution. La vraie maîtrise pour un consultant, c'est de savoir jongler entre ces 2 casquettes, de savoir quand enfiler l'une plutôt que l'autre selon le contexte. Il faut aussi faire la distinction entre le consultant interne, qui fait partie de l'entreprise et qui connaît donc très bien la culture et la politique interne, et le consultant externe, qui arrive avec un regard neuf, une objectivité et souvent une expérience plus large. Chacun a ses forces et ses faiblesses, bien sûr. On passe maintenant à la deuxième étape, préparer le terrain. C'est la phase initiale, celle de la première rencontre, le moment où l'on définit les attentes et où l'on pose les fondations du projet. C'est une étape absolument cruciale pour tout ce qui va suivre. Dès le premier contact, vraiment tout se joue sur la clarté. Il y a 4 questions au cœur de tout ça. Quel est le besoin réel du client? Quel rôle le consultant va-t-il jouer? Qui va être impliqué dans le projet? Et quel est le calendrier? Répondre à ces questions, c'est un peu comme poser les rails du projet. Si on les ignore, on peut être quasi sûr qu'ils déraillent. Et à ce stade, la compétence la plus importante, ce n'est pas de parler, mais bien d'écouter. Une écoute active, profonde. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est rarement celui que le client vous expose en premier. Il est souvent caché juste en dessous et il n'y a qu'une bonne écoute qui permette de le déceler. Troisième étape. Une fois qu'on s'est bien compris, il faut passer des discussions à un accord écrit. C'est la phase du plan directeur, le document qui va servir de référence tout au long de la mission. On a souvent tendance à voir le contrat comme une simple paperasse, une formalité, mais c'est une grosse erreur. C'est bien plus que ça. C'est le document qui protège tout le monde, qui clarifie les rôles et qui, surtout, pose les bases d'une relation de confiance. Une bonne proposition, une proposition solide, doit donc couvrir ces 6 points. Des objectifs, au calendrier, en passant bien sûr par les coûts. Si on oublie un de ces éléments, on laisse la porte ouverte au malentendu. Alors que si on les couvre tous, on construit la confiance dès le départ. On arrive maintenant au cœur de la mission, la phase de diagnostic. C'est vraiment le moment où le consultant se transforme en détective et mène l'enquête pour trouver les causes profondes des problèmes du client. Un bon diagnostic, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une méthode. Le processus est très logique en fait. D'abord, on identifie le problème. Ensuite, on se demande de quelles données on a besoin. Puis, où les trouver et comment les collecter. Et enfin, on analyse tout ça pour tirer des conclusions. Chaque étape prépare la suivante. Alors comment on collecte ces fameuses données? Eh bien, il n'y a pas de réponse miracle. L'entretien, par exemple, ça permet d'aller en profondeur, mais ça prend beaucoup de temps. Le sondage, c'est quantifiable, mais ça reste en surface. Le vrai talent du consultant, c'est de choisir le bon outil ou la bonne combinaison d'outils pour le problème qu'il doit résoudre. On passe à la 5e étape, la présentation des conclusions. C'est un moment absolument critique. C'est là où les données brutes se transforment en un récit clair, convaincant, et qui surtout doit donner envie au client de passer à l'action. Au fond, qu'est-ce qui fait un bon rapport? C'est assez simple. 4 choses. Il doit être utile, facile à comprendre, concis et basé sur des faits solides. S'il manque un seul de ces ingrédients, son destin est tout tracé. Il finira au fond d'un tiroir. Et c'est là qu'il faut vraiment changer de perspective. La présentation des résultats, ce n'est pas un monologue où le consultant étale sa science. Non, c'est une session de travail. L'objectif, c'est de créer un dialogue pour que le client s'approprie le diagnostic et s'engage vraiment dans l'action. C'est à ce moment-là que tout se joue.
Et nous voilà à la dernière étape, la plus gratifiante sans doute, la mise en œuvre du changement. C'est ici que tout le travail du consultant prend enfin son sens, où l'on voit les résultats concrets. Mais comment s'assurer que le changement va vraiment prendre? D'abord, il faut un plan solide et il faut que les bonnes personnes le portent. Ensuite, il faut communiquer, encore et encore, pour que tout le monde comprenne le pourquoi. Et enfin, il faut suivre les progrès, savoir s'adapter et surtout, célébrer chaque petite victoire pour garder tout le monde motivé. Au final, au-delà de tous les outils, de toutes les méthodes, il y a un principe qui domine tous les autres, un engagement total envers le client. Certains parlent même d'obsession du service client. C'est ça, le vrai moteur de la confiance et de la réussite sur le long terme. Et ce parcours nous ramène finalement à notre point de départ, au thème central du livre. Le succès dans le conseil, ce n'est pas une question de secret compliqué, mais bien d'une application rigoureuse, constante, des principes fondamentaux du métier. On termine donc sur cette question. Et si le secret de la réussite dans le conseil comme ailleurs, ce n'était pas de chercher des formules magiques, mais simplement de s'engager jour après jour à maîtriser les bases. Pour celles et ceux que ce métier exigeant intéresse, la recommandation est donc claire. Avant de vouloir être brillant, il faut s'efforcer d'être solide. C'est sans doute là que se trouve la véritable valeur.